Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Merci beaucoup, Alexis, Merci d'accepter beaucoup. notre invitation sur Tipping Point. Alors, pour la petite histoire, il est rare que presque 10 personnes différentes nous demandent de venir discuter avec toi et de t'enregistrer sur Tipping Point. Je crois vraiment que tes différentes interventions et le projet que tu portes ne laissent pas indifférent. Alors, peut-être pour en dire un peu plus, tu es le cofondateur de Ulteria, un écosystème créateur de valeur pour l'homme et pour le vivant. Vous avez réuni une usine, une école, un centre de formation, une ferme, une maison citoyenne sur le même lieu. Dit comme ça semble vraiment incroyable. Et pour aller encore plus loin, sur ton site, on peut lire « Nous assumons et concrétisons à travers ce projet notre humble questionnement autour de la création de valeur, son partage, la propriété, la transition post-capitaliste, l'écologie intégrale, l'éducation. » Waouh. Ouais. Qui es-tu, Alexis ? D'où tu tires ton engagement au service du vivant ? Quels sont tes tipping points ? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter ? Oui, alors ça m'a fait bizarre d'entendre tout ça. J'espère que je serai à la hauteur, surtout en écoutant le début, là, les 10 personnes qui ont recommandé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je suis toujours un petit peu gêné d'entendre ton projet Ulteria, parce que, comme tu l'as dit au départ, j'ai un associé, Sébastien, qui a une place très, très importante dans le projet. Voilà, donc je veux parler sûrement pas mal en jeu, mais c'est souvent nous. Voilà. C'était important pour moi de vous le dire. Ce que je vous propose, c'est plus de raconter mon histoire et de pas raconter tout de suite. Voilà, je vais pas vous parler tout de suite de la ferme, de l'école, etc. Mais plus, qui es-tu ? Voilà, qui je suis, qui m'a amené là, ce qui m'a amené ici. Alors, Alexis, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite un petit village bourguignon, à côté de Vézelay. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est entre Auxerre et Avallon. Et pour ceux qui sont pas trop forts en géographie, c'est entre Paris et Lyon, sur la 6. Voilà, et pour ceux qui ont envie de voir des belles couleurs en ce moment, en sortant de l'autoroute, On a eu des très belles couleurs d'automne. Ouais. Tout à fait. Et patrimoine mondial de l'humanité, une basilique extraordinaire. Voilà. Donc je suis bourguignon d'adoption parce que je suis né à Lille, enfin pas loin. Je viens d'une famille de 4 enfants également, milieu bourgeois catholique de Lille. J'ai fait mes études dans un lycée privé, voilà, quelque chose plutôt d'assez classique, avec un papa qui était chez Auchan, qui a fait toute sa carrière chez Auchan, qui a vécu l'ascension d'Auchan, et puis une maman qui était mère au foyer. Moi, ce qui m'a forgé en tant qu'homme, c'est le scoutisme. Voilà, grosse importance pour moi. Avec, alors, parce que les tipping points, j'ai un petit peu pensé à votre histoire là, votre truc. Et je me dis, c'est intéressant, tipping point. J'ai quand même regardé qu'est-ce que c'est veut dire exactement. Ok, point de bascule. Ouais. Alors, point de bascule, voilà, le scoutisme. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le scoutisme ? Qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé des amitiés déjà. Donc ça, voilà, pour moi comment dire, je ne suis pas inquiet maintenant que j'ai des enfants plus grands. Je suis pas inquiet de grand chose dans ce qui leur arrive, mais je suis inquiet si les amitiés qu'ils ont me paraissent ne pas les tirer vers le haut. Voilà. Et là ça me stresse. Donc j'ai trouvé des amis avec lesquels on était plutôt assez idéalistes. C'est idéalistes scouts d'Europe, donc de toute façon il y a que des idéalistes là-bas. Voilà, très engagé. Et puis j'ai trouvé aussi mon
un engagement que j'ai pris plus tard, parce qu'à 16 ans, je me rappelle, j'étais on faisait une retraite, je crois, et j'ai vu un prospectus d'une ONG et j'ai lu un truc, c'était les enfants, ça me touchait. J'ai lu le prospectus et puis je me suis dit à 16 ans, je finis mes études et je pars. Et puis je l'ai fait. Enfin, ça m'a jamais posé question. Donc j'en parlerai plus tard, mais je suis parti dans un bidonville en Colombie 2 ans. Et voilà, donc. Voilà, premier tipping point, je dirais le scoutisme. Ensuite, j'ai continué mes études. Hein. J'ai fait mes études dans le Nord, études d'ingénieur agricole. Voilà, j'aimais bien la nature. Je sais pas trop quoi faire. Et là aussi, j'ai passé 5 ans. Je n'ai pas trop étudié. Voilà, là aussi j'ai rencontré d'autres amis, encore des belles amitiés, notamment Sébastien, avec qui on était coloc pendant quasiment les 5 ans. Quand tu dis notamment Sébastien, parce que c'est ton associé. Notamment Sébastien, mon associé, tout à fait, actuel, mon associé actuel. Voilà, donc on a fini notre école, on a fait. Moi, suis parti ensuite, donc en Colombie. 2 ans dans une ONG au service des enfants, donc avec une vie sincèrement, évidemment on joue quand même aux pauvres, hein. Quand on va dans un bidonville, on avait vraiment des conditions hyper simples. On vivait en communauté de 5 jeunes, 4-5 jeunes, et c'était présence d'amour pour les gens du bidonville. Donc on n'apportait pas ni apprendre à lire, à écrire, on le faisait un peu, on donnait pas d'argent, on le faisait un peu, mais c'était vraiment l'intuition, c'était de créer des maisons qui sont un foyer d'amour, parce que dans ces milieux-là, voilà, la misère sociale amène beaucoup d'autres misères, et c'est d'une violence quand même assez même très forte. Voilà, moi je dis toujours la Colombie, quand vous regardez Escobar et tout, la réalité c'est ça, mais en pire. Donc il y a voilà, c'est quand même il y a encore un tipping point, parce que quand on a passé 2 ans, donc je dis à vraiment, je sais pas si je jouais le jeu, mais à avoir la volonté puis l'engagement qu'on avait pris de vivre dans la pauvreté pour se mettre essayer de pas être différent. Voilà, ça marque, et notamment moi ça m'a permis le mythe du, je sais pas, moi j'appelle ça, mais je sais pas comment le dire pour pas être, mais le mythe du petit Africain. Moi je dirais, tout le monde ah oui, mais ils sont heureux. Il y a de la misère, mais là-bas ils sont heureux, etc. Oui, ils sont heureux. Je sais pas comment vous dire. Oui, il y a une espèce de joie de vivre, c'est vrai, de joie de vivre latine. Il y a une espèce de pulsion de vie extraordinaire, mais avec il y a tout ce qui va autour de la pauvreté, notamment avec les enfants, tout ce qui est misère sexuelle, je veux dire inceste, etc. Enfin c'est vraiment fort tout ça. Donc voilà, donc un espèce de prise de réalité avec le monde, parce que le monde, moi, dans lequel je vis, qui est votre présence, hein, on se pose des questions magnifiques sur la vie, mais qui sont quand même réservées à une élite dont nous faisons partie. Et pour moi, c'est comment dire, c'est important d'avoir toujours en tête qu'il y a toute une partie de la population, et je pense une très majoritaire, qui vit pas comme nous, et faire attention de savoir une grande humilité par rapport à ce qu'on fait, à quel point c'est extraordinaire et on va changer le monde, etc. Voilà, je sais pas si je suis très clair. Comment c'est perçu par tes amis, ta famille, ton entourage quand tu décides de partir en Colombie justement pour cette ONG? Écoute, moi j'avais annoncé, je te dis, moi à 16 ans, j'ai dit, je sais pas si je l'avais dit à grand monde. T'avais déjà annoncé la couleur à 16 ans. J'avais dit je pars, et moi je me rappelle pendant mes études, j'avais dit à des copains, moi je vais faire, ça s'appelait Poincoeur, moi je vais partir à Poincoeur. Et puis en fait, mes copains finalement on est partis à 4, je crois. J'ai un copain qui est parti dans une autre ville, mais en Colombie aussi. Il y a Sébastien, mon associé, qui lui est parti au Brésil après avec sa femme, avec la même association. Et puis il y a Gonzague, un autre ami qui est parti. Donc ça a plutôt. Alors je sais pas si c'est moi qui ai fait les petits ou si on s'était fait ensemble, mais on s'est plutôt voilà. Après j'ai mes parents. J'ai un caractère quand même assez un peu entier, donc ils savaient, voilà, je m'assumais, je leur demandais pas d'argent,
j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ils sont venus me voir. Toute la famille est venue me voir. Voilà, plutôt regard de par le milieu dans lequel j'ai vécu, qui est qui est le milieu lillois, plutôt assez humaniste, entrepreneuriat chrétien. Voilà, j'ai pas eu ça a plutôt été bien perçu. Voilà. Bien perçu, je pense. Ok. Ça te marque et tu en retires encore aujourd'hui. Ah bah oui, toujours. Et puis c'est marrant avec Facebook, etc. J'ai de nouveau des liens depuis, je sais pas, 7-8 ans. S'est retrouvés, etc. Donc les petits gamins, les petites filles avec qui je jouais, elles sont devenues grandes. Elles ont 7-8 gamins. C'est marrant de voir je vois pas une amélioration extraordinaire. Il y en a quelques-uns, quelques-unes. J'ai l'impression ils sont un peu sortis d'affaires, mais voilà. C'est marrant quand même ce que tu dis. Finalement, notre objectif, c'était de donner de l'amour, d'apporter de l'amour. Ouais. On n'entend pas ça souvent. Tu vois, quand on dit pourquoi, quelle est la mission de l'ONG, qu'est-ce que tu as fait pendant ta mission humanitaire, donner de l'amour. Ouais, très original comme une œuvre de compassion. Voilà, c'est très très beau, très beau. La puissance de l'amour. Voilà, il y avait tout un... Et du coup, quand tu rentres, c'est pas trop compliqué. Alors content. Alors justement, ça on me demande toujours. Ouais. Ça, j'ai honte ou si je me dis je suis juste pragmatique. Moi, quand je me rappelle très bien de la rentrée, je suis arrivé chez mes parents et j'avais pas voulu qu'on vienne me chercher à l'aéroport. L'atterrissage après 2 ans, c'est quand même un peu brutal. J'étais pas rentré du tout pendant 2 ans. Et je me rappelle, j'ai pris le Mongy à Lille pour ceux qui connaissent. Il était encore rouge. Et je suis rentré. J'habite au Croisé-la-Roche à Marc-en-Barœul, qui est plutôt un bel endroit. Et je me rappelle d'être rentré dans la cuisine et je me suis dit mais pourquoi elle est si grande? Ça m'avait, mais j'ai encore l'image. Je me dis, mais on est malade. Et puis voilà. Et puis ça n'a pas duré longtemps parce que aussi, moi, il n'y avait pas de portable quand je suis parti. Quand je suis rentré, je dis, mais ils sont malades avec qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça sert à rien. 2 mois après, j'en avais un. Je pouvais plus m'en passer. Voilà. Donc je me suis très vite réinséré. Mais là, je pense plus lié à ma personnalité. Il y en a qui reviennent, qui ont des spleens, qui ont du mal à se réintégrer. Non, moi, j'ai tout de suite cherché du boulot. Et là, je vais vous dire à quel point je vais vite changer. Je suis rentré chez L'Oréal. Voilà. Ouais, donc, t'étais revenu bien intégré. J'étais revenu bien intégré. Non, puis je pesais 65 kilos, 61. Enfin, c'était quand même, et physiquement et tout ça. Enfin, c'était, voilà, moi, j'adore manger. Moi, je suis un bon vivant. Et là-bas, c'est la cata, quoi. C'est la cata. Donc, il y a des choses qui étaient, voilà, j'étais aussi pour une partie content de rentrer, content de voir les amis, puis l'impression d'avoir fait mon temps aussi. Voilà, j'étais pas non plus chez moi. Voilà, 24 mois c'est long, c'est quand même long. Donc non, retour, mes copains bossaient. Donc j'ai cherché du boulot. À l'époque c'était pénurie de cadres, c'était 2000. Pénurie de cadres. Donc en fait j'ai postulé à des annonces. Il y en avait une je savais pas trop ce que je savais faire. Pas grand chose d'un point de vue technique, une école d'ingénieur agricole. Moi, j'étais pas, voilà, je savais pas trop. Pour moi, je savais plutôt rien faire et tout faire en même temps. J'ai vu un poste de logistique. Logistique, je me dis ça a l'air dans mes cordes. J'ai postulé, j'étais pris. Et puis j'ai commencé 5 ans chez L'Oréal, où j'ai été en usine à Cambrai et ensuite à Paris. Puis pas mal de voyages à la direction générale technique. Voilà, donc là quand même des moments, des moments un peu décalés, quoi, vraiment décalés. Enfin là pour le coup il y a des moments où je me suis pas senti à ma place, ou je sais pas, senti quelque chose de comment dire, de mal ajusté. Voilà, notamment j'étais invité j'avais participé au lancement du maquillage Giorgio Armani, et j'ai été invité à la fête de lancement. C'était à Milan et on était plein de L'Oréal, et puis on se retrouve dans la pièce et puis c'était hyper classe. À l'époque, on devait obligatoirement mettre la cravate, le machin, donc on était tous, je pense, là je me rappelle plus bien, mais justement avec une coupe de champagne à la main, et puis on nous annonce arrive la star. Je me dis génial, la star, on va voir Giorgio. C'est toujours marrant.
Je lis pas Gala tous les jours, mais voir Giorgio Armani, c'est sympa. Donc je me dis puis les lumières se ferment, la techno à fond, les lasers, les machins, et voilà la star. Et puis tout d'un coup, ça s'allume, les lumières s'allument sur un petit podium, et il y avait un rouge à lèvres ouvert sur le podium. Et là, ça fait 6 mois que j'étais rentré, je crois, ou 8 mois. Et là, franchement, je dis, ah putain, ils sont trop marrants, quoi. Ils sont trop marrants chez L'Oréal, ils ont un humour de malade. Et je regarde mes collègues. Et puis en fait, tout le monde, non, en fait, tout le monde trouve ça. Enfin, je sais pas. C'était hyper premier degré là pour tout le monde. J'ai l'impression. En tout cas, j'ai pas vu de regard en disant non, mais ils sont malades. Enfin, ils sont malades. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un rouge à lèvres. Et puis personnifier un rouge à lèvres. Et puis voilà, donc de petits trucs comme ça. J'ai d'autres anecdotes, mais je vais pas toutes les raconter. Mais voilà, j'étais très. Ça, c'est c'est les choses qui sont un petit peu décalées. Moi, j'aime bien avoir quand même le positif. Et le positif, c'est que j'ai appris quand même. J'ai connu ce que j'avais jamais connu, parce que j'ai pas fait de prépa, j'ai connu des gens, j'en ai vu 2-3, des grands cerveaux, des brillantissimes, qui sont pas faits comme tout le monde, quoi. Des gens qui en réunion comprennent tout de suite. Sur la presse, ils voient tout de suite le petit truc qui est pas logique. En plus ils sont sympas, ils sont sportifs, ils sont beaux ou belles. Des espèces de personnes extrêmement douées et aussi j'ai à l'intellect très poussé, j'imagine des QI très élevés, et ça je sais pas, j'aime bien la beauté, en fait, la beauté de quelque chose de très abouti, et ça j'avais jamais vu. Donc c'est vrai il y a des gros potentiels, et j'en ai croisé quelques-uns, ça m'a bien plu. L'excellence aussi. On est poussé, c'est vraiment culture de l'excellence, c'est culture du beau. Dans les prêts, etc. On dit chez L'Oréal, on fait tout beau. Donc tu t'habilles bien, je dirais pas tu laves ta bagnole, mais voilà, il y a comme tes prêts, il faut qu'elles soient belles. Voilà, il y a des, et puis un respect. Comment dire? Voilà, il y a une méritocratie chez L'Oréal, quelque chose dans d'autres boîtes il y a peut-être pas, mais là c'est pas très politique. Enfin, c'est politique évidemment comme tout grand groupe, mais si on a les résultats, on monte, quoi. Et j'ai vu des beaux ascenseurs sociaux. Donc c'est encore des boîtes où on peut faire ça. Et c'est marrant parce que pour la petite histoire, tu nous disais tout à l'heure que ton DRH à l'époque était Philippe Pierre, qui passe aussi sur Tipping Point. Ouais, donc les liens sont assez beaux aussi. Ouais. Tu restes combien de temps à L'Oréal? L'Oréal, 5 ans. 5 ans, tu disais. 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai un pote des scouts, donc un vieux pote de Lille, qui me dit, donc on avait 30 ans, 29 ans, 28, 29. Il me dit, viens, Alex, tu prends une journée, prends une RTT, on va aller voir mon parrain, il a 42, 43 ans, genre hyper vieux. Il a repris une boîte à Nantes qui s'appelle Belém, et on va aller le voir, il va nous expliquer, il veut bien qu'on passe une journée avec lui. Bon, écoute, oui, très bien, on y va. On prend le train, on dort chez lui la veille, et puis on va, et puis il nous explique ce que c'est un LBO, comment on reprend une boîte, enfin des choses dont j'en avais aucune idée. Moi, je viens pas d'un milieu d'entrepreneur, donc un chef d'entreprise, je savais pas très bien ce que c'était, etc. On passait avec lui, et puis, en fait, c'était une révélation pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Putain, mais c'est génial, lui, c'est le gars, il a sa boîte, il gère son truc, et voilà, je plus avec l'âge, mais je réfléchis après, donc ça a des avantages, mais ça, quelquefois c'est un inconvénient. Mais je fais, puis je réfléchis après, je me dis, en fait, je vais faire pareil. Et donc le lendemain, je suis allé voir les RH, et j'aurais dit, écoutez, je veux partir. Je vais pas dit à mon chef, je vais dit à personne, mais moi en fait, je veux partir le plus tôt possible. Comment on fait? Ils m'ont dit, on fait comme ça. C'est froid. Écoute, Alexis, on fait comme ça. On va t'envoyer une lettre. Tu vas plus venir au boulot. Enfin bref, je peux peut-être pas raconter ça. Mais voilà. Donc 2-3 mois après, je fais mon espèce de préavis.
ravi. Et puis je quitte L'Oréal. Et puis alors entre-temps, très important, j'ai rencontré mon épouse. Voilà, c'est amusant. J'ai planté des vignes quand j'étais en stage agricole. Quand on est ingénieur agricole, on fait un stage dans une ferme. Je l'ai fait à côté de Vézelay. Et je suis revenu faire les vendanges dans ces vignes. Et dans les treilles, il y avait une jolie demoiselle qui s'appelle Clotilde. On est tombé amoureux, on s'est mariés. Et puis quand j'ai quitté L'Oréal, on s'est dit on va aller s'installer à Vézelay, donc en Bourgogne. Et puis comme ça, il y a un ancrage pour mon épouse. Elle sera bien. Puis moi, je pourrais chercher quelque chose. Donc j'ai cherché une boîte. Alors là, voilà, il y a toujours des belles histoires sur les recherches de boîtes. Moi, j'ai rêvé depuis tout petit, machin. Alors moi, j'avoue que c'est beaucoup moins bucolique que ça. Moi, on avait une maison, j'ai pris un compas, j'ai fait 1 heure en voiture autour de la maison. Je me suis dit, il faut que je trouve là. Faut que je trouve une boîte à reprendre. Et puis... Juste pourquoi tout de suite une boîte à reprendre et pas créer ta propre entreprise? Alors, à l'époque, écoute, je t'assure, je viens vraiment pas du milieu entrepreneuriat et créatif. Moi, je connaissais personne qui avait créé sa boîte quasiment. Et je crois que j'y ai même pas pensé. J'avais pas d'idée. Pas de rôle modèle, ouais. Non, c'était pas. Et pour toi, ça n'existe pas en fait. Hein? Ce modèle-là n'existe pas. Bah, n'existe pas. Si, pas. je sais bien qu'il existait, mais pas d'idée. Ça me paraissait beaucoup plus facile de partir de quelque chose d'existant et puis essayer un peu au départ. On a un modèle et on essaie de faire aussi bien que le modèle. Voilà, c'est vrai que pas pensé, et aussi en même temps toujours d'autres 3 copains qui étaient sur le même, on s'est retrouvés dans le même, dont Sébastien, qui lui lui avait passé 5 ans en Chine, monté le bureau d'achat d'Auchan, et puis ensuite il est parti 2 ans en ONG, et il a fait l'INSEAD, un MBA à Fontainebleau, et en même temps il terminait son MBA. Moi je cherchais une boîte, lui aussi, tous les deux on se dit bah tiens, et puis Grégoire aussi, un autre copain qui en a repris une d'ailleurs, pareil, et puis Guillaume qui finalement n'en a pas pris, et puis Alexis aussi. On était un groupe de 4-5, on est sortis de nos boulots salariés et on voulait on a chacun eu des chemins différents, mais voilà, pour 3 d'entre nous c'est passé par la reprise de boîte, 4 même. Et donc après avec Sébastien on a étudié assez vite, on s'est rapprochés, on a étudié des dossiers à Lille, machin, puis à un moment il y en a un qui est sorti en Bourgogne, donc qui s'appelle c'est Mobilwood. Donc on a repris en 2006, après un parcours dur, hein, c'est 2 ans quand on a 30 ans. S'il y en a qui écoutent le podcast et qui veulent reprendre une boîte, voilà, c'est un parcours du combattant. Il y a beaucoup c'est quand même un moyen facile de gagner beaucoup de temps. Je n'avais pas du tout théorisé avant, mais créer sa boîte, c'est long, quoi. Hein. Faut faire 10 euros de chiffre. Après, faut en faire 1 000. Après, faut en faire 100 000. Après, faut en faire 1 million. Pour moi, c'est 7 millions de francs. Quelquefois, je retraduis encore. C'est long. Quand on reprend une boîte, on s'endette lourd, mais c'est sur 7 ans, et après, ça permet de gagner beaucoup de temps, quoi. Donc le marché des cinquantenaires qui sont fait dégager les grands groupes quand je choisi de partir, qui en avaient marre, etc., est parti avec un gros chèque à plein d'argent. Voilà, donc c'est très concurrentiel. Donc j'ai bien galéré. Au bout de 2 ans, on a réussi à reprendre Mobilwood. Donc là, une boîte à l'époque 30 personnes, 2 millions de chiffre d'affaires, qui fait du mobilier en bois massif pour les magasins. Voilà, donc menuiserie industrielle, 6000 mètres carrés, 30 personnes. Et 31 juillet 2006, Sébastien et Alexis arrivent sur le parking. Moi j'avais 30 ans, Sébastien je pense qu'ils avaient pas. Alors je pense que les salariés ils flippaient. Parce que c'est un changement, etc. Mais alors nous encore plus, on pouvait pas le montrer. Hein. L'actionnaire était sortant. Pour quelle raison l'entreprise était L'actionnaire, il avait 55 ans, il était fatigué d'entreprendre, il cherchait à céder pour voilà, il avait envie de passer à autre chose. D'accord. Mais il est resté longtemps avec nous. Voilà, il est resté longtemps avec nous. La relation s'est bien passée. Voilà, la relation se passe bien d'ailleurs. Et il était content de trouver des jeunes qui
les valeurs ont bien fité. Voilà. Donc on se retrouve à reprise de l'entreprise. Vous arrivez, vous débarquez sur le parking, Sébastien. Ouais, on débarque sur le parking 31. Ouais, je me rappelle très bien, 31 juillet 2006. On se la ramenait pas. Voilà, on fait notre petit discours d'arrivée, très court. Il y a quoi dans le discours? Je me rappelle plus. Je me rappelle, c'était très très court. On s'était dit, il faut qu'on fasse court. Sébastien voulait pas parler. Je me rappelle, donc c'était moi qui avais parlé. Il dit, voilà, on est content, on vient de reprendre l'entreprise, on va faire de notre mieux, et puis on va essayer de rien changer pour l'instant. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Bonjour. Au revoir. Et puis voilà. Puis on s'est mis à la tâche tous les deux. On s'est réparti assez simplement les tâches. Moi, je faisais rentrer le chiffre d'affaires et Sébastien le traitait. Donc moi, j'étais beaucoup sur la route et avec l'équipe de commerciaux. Et puis Sébastien, la prod, les finances. C'est quoi l'accueil que vous avez eu? L'accueil qu'on a eu. Sûrement un peu neutre au départ, c'est-à-dire qu'ici on a la campagne, c'est vraiment une ville, enfin un village rural avec une population rurale, avec une partie voilà qui sont allés une fois à Paris, mais pas beaucoup plus quoi. Donc on a été accueillis, c'est les gens du coin. On fait pas ses preuves par des discours, on fait ses preuves par le faire quoi. Ouais, il faut être sur le terrain. Donc voilà, je pense qu'ils attendaient de voir un petit peu qui on était. Peut-être un petit peu rassurés, c'est des jeunes, donc ça c'est bien. Ils avaient eu quelques histoires avant de reprises avortées avec des reprenants où ça n'avait pas trop collé avec le personnel, donc je pense que bon, on avait plutôt, voilà, on a mis 1 an à s'apprivoiser mutuellement peut-être. Nous on a fait beaucoup de tentatives pour, voilà, on n'était pas dans le concept d'entreprise libérée, n'existait pas, mais nous on est plutôt des bons vivants, Sébastien et moi, on avait envie que ça se passe bien, d'avoir des relations franches, justes avec les collaborateurs, et on cherchait à rentrer en contact, donc on a essayé des choses, on a fait des apéros, marché moyen. Une fois, on les a emmenés au resto, alors là, cata, parce que c'était pas adapté, quoi. Le resto, c'était pas le lieu où il y en a quelques-uns qui étaient pas à l'aise. Ouais. En plus, on disait, c'est volontaire, on avait personne, donc du coup, on dit, c'est obligatoire, mais enfin, un resto obligatoire, ça marche pas, quoi. Ouais. Ça marche pas. Donc, on a essayé plein de choses, et en fait, on a eu un tipping point. Je vais essayer de coller, voilà, ouais. Il est derrière Bienvenue chez les Ch'tis. En fait, un jour, on s'est dit, c'était Bienvenue chez les Ch'tis qui sortait au cinéma. On s'est dit, mais en fait, on va leur faire des frites. Nous, on est du Nord, on adore les frites. Et on va leur faire des frites. Et du coup, on s'est collé il y a Sébastien qui a fait venir par sa maman des fricadelles en chronopost. On a acheté des patates. On s'est collé tout le matin à éplucher les patates tous les deux. On a fait la première cuisson et la deuxième. La première cuisson, 10 minutes à 70, deuxième, 2 minutes à 90. Vous n'êtes pas du Nord, vous venez d'apprendre quelque chose. Et on a fait construire une baraque à frites à Gilles, le prototypiste. Et puis, on l'a mis dehors. Et puis, le midi, on a invité tout le monde à manger des fricandelles et des frites. Et ça, c'était ce qu'il fallait parce que c'était simple. Et puis, c'était à notre image, en fait, aussi. Je pense que c'est ça qui a marché. Ouais. Tu faisais quelque chose d'authentique, là. Voilà. C'est quelque chose, mais c'était pas calculé, hein. Vraiment, c'était pas calculé. C'était l'époque 2006, 2009, 2010 où on a pris notre métier, on a une belle croissance, voilà, c'était vraiment des beaux moments. On a été bien récompensés. Ils nous ont fait un petit cadre avec merci aux ch'tis patrons, voilà, qu'ils avaient tous signé. Enfin bref, c'était un peu je sais pas, c'est passé l'adoubement, mais voilà, là on était c'était mutuellement apprivoisés. Voilà. Ouais. Parfois les choses les plus simples. Ouais, alors il y a pas de modèle, hein. Voilà, ouais. Je crois. Et là, on s'est planté, hein, plein de fois. Voilà, planté plein de fois. Je me rappelle aussi, on voulait faire monter assez vite. On s'est dit on va faire monter le personnel en autonomie parce que les pauvres ils font toujours le même geste. Je vais pas citer les prénoms parce que c'est pas respectueux. Mais voilà, notamment un garçon, c'est vrai qu'il était toujours derrière la même machine. On s'est dit mais c'est pas possible, on va lui faire passer son permis cariste et plein de bonnes intentions, mais en fait lui non, sa vie c'est le permis cariste, ça a été mais pour lui un enfer. Il y avait pas du tout envie, pas besoin. Et en fait on s'est rendu compte
petit à petit que ce garçon, il était en fait il est déjà très intelligent, très important pour l'atelier, et c'est pas parce que on avait l'impression qu'il avait une vie monotone et que nous on a besoin de bouger, moi j'ai besoin de bouger tous les 3 ans, que lui c'était le cas, quoi. Vous êtes quel type de manager ou quel type de chef d'entreprise justement dans cette période-là, au démarrage? Au démarrage, alors je crois que c'est difficile parce que déjà, pour le coup, on est associé, hein, mais on n'est pas clone, pas du tout. Donc, moi, je pourrais dire que je vais parler de moi. Sébastien, c'est différent. Moi, j'avais du mal à me positionner dans la relation d'autorité. À cette époque-là, j'étais convaincu que tout passe par le consensus et que à un moment et dans toutes les circonstances, y compris les crises, et ben on doit s'entendre et puis arriver à un moment à ce que la décision la meilleure soit prise, mais c'est évident que elle va être partagée. Voilà, donc ça j'y crois toujours, mais il y a des moments où ça dépend des moments, ça dépend de la maturité des voilà. Donc moi plutôt un peu de mal à me positionner voilà, pour moi le leader, il y a à un moment, il faut donner des ordres, et puis il y a des moments où on essaie de faire réfléchir, et puis il y a des moments où on construit ensemble, puis il y a des collaborateurs on donne juste le sens, l'étoile, et puis ils vont tout seuls, ils ont l'autonomie. Voilà. Donc moi, le haut qui est donneur d'ordre, j'ai du mal, alors que avec un stagiaire, avec des gens aussi qui ont besoin de ça, c'est important les grands peintres au début, je pense qu'ils ont copié, hein, avant de devenir des grandes stars. Donc en tout cas, donner un cadre ferme, avec une direction très claire. Ouais, c'est toujours pas une de mes. Ouais. Je suis plutôt toujours beaucoup de mal avec ça, mais je dis maintenant j'en ai conscience et qu'avant je pense que j'en avais pas conscience. Voilà, donc en effet poser ce. Et là, l'intérêt de la situation, c'est sympa parce que pour le coup Sébastien, il y a plus de facilité à donner ce cadre, et voilà, la situation a très bien marché là-dedans. Voilà. Puis moi, j'étais plutôt dans le commerce. Dans le commerce, on est un peu de rondeur. C'est un peu normal. Voilà. Donc là, tu disais de 2006-2009, vous faites une belle croissance. 2006-2009. Alors, on arrive 2 millions de chiffre d'affaires. La boîte, on pensait qu'elle gagnait de l'argent. En fait, elle n'en gagnait pas. Un peu de stress. On fait un pari qui est voilà, la boîte était très diversifiée. On la recentre. On la recentre en prenant le pari que l'agencement des magasins bio va être un bon cheval. Il y avait 400-500 magasins quand on a repris, maintenant il y en a plutôt 4-5 000. Donc on avait choisi un bon cheval. Donc en fait on est rentré dans et ça a beaucoup d'importance dans l'histoire. On a centrer tous nos efforts commerciaux, innovation, etc. sur le marché du bio. Et on a accompagné sa croissance. Bon, on est passé de 2 à 5 millions en 3 ans, de 2006 à 2009, à effectif égal. Quand on est industriel, voilà, du coup ça permet vraiment une bonne rentabilité. Donc disons qu'en 2009-2010, on s'est dit on a notre première étape d'entrepreneur, on a plus ou moins remboursé le prêt, ou parce qu'on pourrait le rembourser. Ça y est, on est arrivé à quelque chose. C'est important ce choix de rentrer dans le milieu du bio, parce que tu me disais tout à l'heure, Lucie, que l'entrepreneur, il donne la couleur à sa boîte. Quand il change, quand il se bouge, la boîte bouge. Et je suis d'accord avec toi, mais nous on a vécu un truc un petit peu, alors pas différent, mais complémentaire. C'est que le milieu qu'on a rejoint, qui est les gens qui montent un magasin bio. Donc on s'adressait à ces gens-là. Je monte un magasin, j'ai besoin de mobilier, j'appelle Mobilwood, et puis je me retrouvais à vendre le magasin, des tickets quand même à 40, 50 000 euros, 20 000, 80 000, des beaux tickets, quoi. Hein. Puis les gens, ils mettent c'est un magasin, donc c'est un peu aussi un projet de vie, ils mettent toutes leurs économies. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, ils avaient un projet évidemment entrepreneurial, mais aussi politique, avec un P majuscule. Hein. Comment est-ce que là où je suis, là où va être mon magasin, les gens vont mieux manger. Les producteurs, je vais les respecter. Ça va être au juste prix, etc., etc. Et puis souvent, ça allait même bien au-delà. Et je me suis retrouvé aussi à des rendez-vous commerciaux où je suis arrivé 2-3 fois, hein, le client, il s'apprête à signer le devis, il me dit: alors mais attends Alexis, est-ce que toi tu t'y retrouves?
les bras m'ont tombé. Moi, mon père, il a bossé chez Auchan toute sa vie. On pense pas à ça. Hein. C'est pas une Donc, c'est pas une question qu'on pose. Donc, du coup, je dis, maman, et en plus, quelquefois, je venais de rajouter quelques pourcents juste avant pour me dire s'il négocie comme ça. Bah, écoute, la négo, elle me coûtera pas trop cher. Donc, un peu de mal à l'aise quand même. Je me dis, mince, putain, les mecs, c'est qui? Et puis, en fait, je me suis fait, et puis je pense Sébastien aussi, on fait un petit peu, la colorer par le milieu professionnel, donc colorée par la boîte. Donc c'est pas la boîte qui nous a donné une couleur, mais c'est la culture de l'entreprise qui était déjà présente dans l'entreprise de par le fondateur Jérôme Franck aussi, qui nous a coloré, et on a découvert ce qu'était l'écologie. Moi, pas du tout du milieu écolo, hein, pas du tout. Hein. Et puis voilà, moi un parcours Ulteria, mais avant c'était L'Oréal, hein, je vous l'ai dit. Voilà, pas du tout. Rien n'est perdu, hein, pour ceux qui disent. Quelquefois, moi je vois les parcours des gens et je me dis lui, il y a du net dedans. Et il est biberonné à ça, quoi. Mais non, en fait, on est beaucoup à avoir découvert des choses, à refaire un chemin. Et voilà, nous, le chemin vers l'écologie, il s'est fait par notre milieu professionnel qui nous a inculturés. Et on a commencé à se faire amis avec quelques-uns, etc., des amitiés. Et à l'époque, c'est que des indépendants que tu as en À l'époque, beaucoup d'indépendants. D'accord. Beaucoup d'indépendants qui se regroupent au réseau Biocop aussi. Beaucoup D'accord. de Biocop. Mais t'as raison. C'était le début du marché, donc qui s'est très, très structuré depuis, hein. Mais oui, c'était pas mal Donc, t'as d'indépendants. encore des relations humaines très fortes et tu connais tous tes gérants de magasins. Non. Je peux pas dire ça, mais j'ai des relations, j'ai un garçon de Lille, enfin, un monsieur de Lille qui a plusieurs magasins. Il m'a fait je me rappelle, il m'a fait la surprise. Je dirais presque l'honneur. Enfin, j'étais vraiment content. Il était dans le coin de Vézelay, et il était avec sa femme et sa fille, et il m'appelle, Alexis, est-ce que je peux venir dormir chez toi? J'ai dit, c'est cool, ça. Putain, le milieu professionnel, il t'appelle, voilà. Donc, j'en ai quelques-uns. J'ai pas tous, hein. Mais oui, il y a des gens avec qui ça a vraiment bien collé, quoi. Ouais, du coup, ce que j'entends, c'est un peu ce que me dit l'autre ou ce que me dit mon client. Je sais pas si moi j'aurais pu poser cette question-là ou si j'aurais osé, et donc ça vient me faire bouger en me challengeant quelque part. Ouais, puis ça vient bouger en me challengeant, et puis tout le côté réchauffement. Enfin, 2006, 2009, il y a encore beaucoup de climato-sceptiques, hein. Donc dont je faisais partie. Donc moi, et quand ils te disent c'est hyper important, machin. Enfin, du coup, moi, je suis aussi dans un réseau qui s'appelle l'APM. J'ai eu de la prospective, enfin des conférences, des journées même sur la prospective. Yannick Roudot que vous avez eu, je l'ai eu. Marc Alévi, des gens qui commencent à décrire un futur dont moi j'avais jamais entendu parler de tout ça, quoi. Donc je commence à rentrer là-dedans et voilà, ça vient bouger. Ouais, en effet, ça vient bouger des lignes, ça vient questionner. Moi, mon prisme, c'est le social. Je l'ai réalisé il y a peu. Ce qui me bouge sûrement, c'est pas pour rien que je suis parti en ONG à 21 ans et que j'avais décidé à 16 ans. Donc moi, l'injustice, la pauvreté, etc., ça me touche vraiment fort. Et faire quelque chose contre ça me touche beaucoup. Mais ceux qui faisaient des choses pour le climat, pour le truc, honnêtement, ça me touchait pas du tout. Parce que je n'avais pas compris que tout était lié, en fait. Je n'avais pas compris ça. Et ces gens-là m'ont fait réaliser qu'en fait, l'écologie, c'est l'écologie humaine, en fait. C'est pas uniquement la petite fleur. On va au-delà de... Voilà. Donc après, j'ai fait des liens, et c'est eux qui m'ont permis, c'est mon milieu professionnel qui m'a permis de faire des liens comme ça. Donc ça, je vais essayer de reboucler avec là où on en est. 2009. Alors après, je vais aller un peu vite, hein. Donc croissance, on a fait un bout de croissance organique, des croissances externes, etc. 2015, on était une petite centaine. On avait une boîte à Bergerac, une boîte à Redon. Et on a eu un tipping point parce qu'il y a Tu me regardes à chaque fois que tu prononces. Ah non, mais je suis tout fier de le dire. J'adore. Je suis content. J'ai appris à nouveau mon anglais. J'en suis ravi. Tu parles pas du tout anglais? Si, je parle anglais, mais moins qu'avant. Si, je l'ai très bien parlé, un peu moins maintenant. Mais alors, et en fait, un autre point de bascule qui est un de nos fournisseurs, un fournisseur américain on se fournissait les bacs vrac, vous savez, sur tous le marché du vrac.
On se fournissait ça, on en achetait plusieurs millions. En fait, il nous fait une proposition, voudrez-vous voir, etc. On a des choses à faire ensemble. Enfin bref, demande de rachat. Ils voulaient s'implanter en Europe et bing, ils nous disent Mobilwood, c'est vraiment une base solide sur laquelle on pense qu'on peut s'appuyer pour se développer en Europe. On voudrait vous racheter. Ça tombe comme un boom. Vous étiez jamais posé la question de est-ce qu'on cédera la boîte un jour? Oh bah si, parce que dans le milieu classique, le milieu de chef d'entreprise, il y a quand même quelque chose qui marche très bien socialement, financièrement, etc. C'est j'achète une boîte, je l'endette sur 7 ans, donc le rachat se fait en 7 ans, et ensuite je la revends, et ça permet de faire des fortunes. Alors on a tous un degré de fortune, hein, mais quand même des fortunes de manière assez rapide. Et donc de acheter une boîte et la revendre, c'est un peu la réussite sociale capitaliste maximum. Donc si, on en parle beaucoup. Et on y pense parce qu'on a des copains qui revendent, qui se retrouvent avec plusieurs millions et on les voit bien dormir, quoi. Hein. Ouais. Donc ça fait un peu envie. Voilà, vous savez, vous qui êtes chef d'entreprise, vous savez bien que pour plein de raisons, bien et sûr. Pas qu'économique, c'est beaucoup de bandes passantes, on va dire, en tout cas. Ça prend la tête. Voilà. Ça prend la tête, et que en 2015, en ayant repris en 2006, 9 ans, moi, en tout cas, je réalisais un patrimoine, une espèce de clôturer quelque chose, etc. Oui, ça m'a. Vous aviez déjà remboursé le LBO? Ouais. Ah ouais, non, mais après on était tranquille. Alors il y en a, moi j'ai une fois dans un groupe de copains d'un ami, école de commerce, HEC, etc. Eux, leur rêve, c'était de vivre des intérêts de leurs intérêts. Donc vous allez y réfléchir, parce que c'est vivre des intérêts de ses intérêts. Il faut voir le capital que ça fait, c'est juste énorme. Donc mais c'était leur trip. Celui qui a réussi, c'est celui qui vit du capital, des intérêts de ses intérêts, de son capital. Ouais. Voilà. Moi, je sais pas du tout ça, hein, mais un bel objectif de vie. Ouais, c'est clair. Mais bon, donc en tout cas, voilà, moi, à ce moment-là, ça arrive dans un moment où c'était après un temps où un peu de fatigue. Et puis, moi, je parle pour moi, hein, je pourrais pas parler pour Sébastien. Et puis, un temps où notre association, Sébastien et moi, était compliquée. Et très compliqué même. Moi, j'avais quitté un peu le giron de Mobilwood, et on avait une autre entreprise, Steelvan, qu'on a revendu depuis. Et je m'occupais de Steelvan. Enfin voilà, c'était bien compliqué. Et c'était un peu aussi une sortie par le haut. Du coup, on est allé assez loin dans la négo. On est allé plusieurs fois à New York. Ils sont venus, les Américains, leurs avocats, une armada là, sont venus un dimanche. Et Mobilwood, nous on priait qu'il y ait personne qui soit là pour je sais pas quoi, parce qu'il fallait pas que les salariés étaient pas au courant, machin, jusqu'au moment où le désalignement entre le projet qu'on portait, il s'appelait pas Ulteria, etc., mais on le portait dans notre trip, et ce qu'on allait faire devenait vraiment dur à gérer, quoi. Donc tension, et à un moment, là, je saurais pas vous dire, mais avec Sébastien, on se regarde et puis on se dit. On se regarde, je sais plus qu'on fait, mais on se dit, on vend pas. Ah non, on vend pas. Enfin, je sais pas. Là, il n'y a pas eu je sais plus trop comment ça passait, mais très très rapide. Un associé, en tout cas, tous les deux, alors même que vous étiez plutôt ou que c'était compliqué, là, vous trouvez tout de suite le point d'accord de dire, le point d'accord dit non, mais en fait, c'est pas notre chemin. Ouais. Là, c'est pas possible, quoi. On va pas faire ça. On tient un beau projet, on adore là où on habite. Nos collaborateurs, on a une bonne. Voilà, on a une bonne bande là. Il y a pas de raison qu'on fasse ça. Donc on s'est dit, ok, on le fait pas. Voilà, les Américains très pragmatiques. Bon, c'est bien passé. Et puis du coup, c'est venu le moment où, et là aussi, hein, c'est pas construit. Hein, quand tu racontais l'histoire de l'introduction, on pourrait se dire, voilà, ils avaient un projet Ulteria, écosystème créateur de valeur pour l'homme et le vivant. Ils ont commencé en 2006. Ils ont eu une vision. Ils l'ont déployé, c'est des gars malins, ouais. Ils l'ont déployé, plan à 3 ans, 5 ans, 10 ans, boum, boum, boum. Pas du tout. Nous, c'est très dans l'émergence. Tout ce qu'on fait, c'est de plus en plus construit, mais ça a été vraiment
comment dire, les sérendipités, des choses comme ça me viennent. Donc on se dit, mais on fait pas. Et à ce moment-là, là par contre, quand même, bon, bah, tant qu'à pas avoir profité du modèle capitaliste à plein tube, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On va mettre un peu le turbo. Et là, on a essayé on s'est posé la question de résoudre ce problème, je sais pas si ce rapport à la propriété. Là, nous, on a vécu dans notre chair que, en tant que propriétaire, on disposait on avait à notre merci un objet qui à l'époque était Becker & Nollet Partners, qui maintenant s'appelle Ulteria, mais on avait une holding, on avait à peu près une centaine de personnes, de collaborateurs, plus toutes les parties prenantes autour, et les propriétaires ont droit de, je peux dire pas vie ou mort, mais en tout cas, ils peuvent préserver tant qu'ils veulent leurs intérêts, mais les intérêts de la personne morale ne sont préservés par personne. Ils ont tout droit sur la personne morale. Et là, c'est marrant, le concept de personne morale, nous, quand on a fait une boîte, on nous a dit, les juristes nous ont dit, vous reprenez une entreprise, faut faire une holding, c'est une personne morale, etc., etc. On dit, ok. Mais personne morale, c'est vrai que je l'avais jamais questionné. Et les juristes, les lois, on les critique souvent beaucoup, mais quand on fouille dedans, c'est que des mecs intelligents qui l'ont fait, des mecs et des femmes, évidemment, intelligents qui ont fait ça, et souvent, c'est il y a beaucoup d'intelligence. Donc, l'appeler personne morale, une entreprise, il y a bien une raison, quoi. Et personne morale, dedans il y a personne, c'est quand même un mot fort. Et là, j'ai bien compris ce terme de personne parce qu'en fait, une personne elle doit être respectée. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment on fait pour trouver un modèle de gouvernance qui fait que les propriétaires sont respectés. Donc, en l'occurrence, c'était Sébastien et moi. Si y en a un qui veut partir, s'il y en a un qui meurt, si sa femme doit réaliser le patrimoine pour les études des enfants. Enfin, en fait, on fait quand même ce qu'on veut c'est normal. La liberté, on fait ce qu'on veut de sa propriété individuelle. Et on est propriétaire de l'entreprise. Néanmoins, comment est-ce qu'on fait pour que les intérêts de la personne morale soient préservés également? Donc, on a trouvé un système que moi j'adore, qui est le fonds de dotation, techniquement fonds de dotation. Et en fait, on l'appelle fondation actionnaire. Donc, on a créé une fondation actionnaire. Cette fondation actionnaire, on lui a donné 10% des parts, des actions d'Ulteria, 5% Sébastien, 5% Alexis. Donc, elle détient 10% des actions d'Ulteria. C'est une fondation, donc c'est comme une association. Elle a sa gouvernance propre. Donc elle dépend plus uniquement de Sébastien Alexis, et elle a pour mission en tant qu'actionnaire de défendre la mission et les valeurs d'Ulteria. Donc en tant qu'actionnaire, c'est son unique mission. Elle a une autre raison d'être qui est une fondation. Et la fondation, on a choisi l'éducation et le renouveau la transition sociétale et écologique dans les territoires ruraux. Et là, en tant que fondation, elle soutient des projets d'intérêt général dans l'éducation et dans la transition écologique dans les territoires où Ulteria est implanté. Donc, c'est un autre objet social qui est extraordinaire. Enfin, moi, je le trouve extraordinaire parce que c'est un objet d'intérêt général. Donc, l'argent qui va réussir soit à collecter, soit à recevoir en dividende parce qu'elle est propriétaire de 10%, va lui servir uniquement à soutenir des projets d'intérêt général. En tant qu'actionnaire, elle préserve la valeur et les missions d'Ulteria, mais pas bêtement. Pas en se disant, dès que c'est pas, faut tout donner, faut tout me donner, parce que l'économie c'est mal. Bah non, parce que si elle donne tout, ou si elle fait prendre des mauvais choix, des choix un peu trop radicaux, par exemple à Ulteria, en disant, non mais ça, je suis pas d'accord, il faut partir un petit peu trop, oui, je pourrais dire, et ben là, Ulteria va s'écrouler, parce que l'économie, ça tient pas tout seul. Et si Ulteria s'écroule, elle a plus de deniers, elle a plus de sous pour faire son œuvre d'intérêt général. Donc c'est hyper équilibré, c'est un modèle qui est présent pas mal dans les pays Carlsberg, Lego, je crois, dans les pays du Nord, en Allemagne. C'est un modèle assez courant. Voilà, donc on a trouvé ce moyen pour s'auto-protéger en fait. Et du coup, il y a bien des personnes physiques qui la représentent. Bien sûr. Donc, elle est représentée par qui? Un conseil d'administration. On a une déléguée générale, Maïka, qui pilote la fondation. Et des personnes qui étaient dans l'entreprise ou des personnes que vous êtes allé chercher? On est allé chercher des personnalités qualifiées et il y a un collaborateur de l'entreprise qui va être élu pour le prochain CA. Faut que ce soit fait, donc ce sera en janvier. Là, on fait le tour de plaine des structures pour expliquer ce qu'est
la fondation à tout le monde pour que chacun puisse en conscience. Ensuite, on fera une élection sans candidat parmi tous les collaborateurs et qu'ils aient en conscience qu'est-ce qu'ils mettent comme représentant des collaborateurs à la fondation, parce que c'est un vrai rôle. Hein. Il y a un pacte d'actionnaires qui lie Ulteria à la fondation, et la fondation a le droit de veto sur toutes les décisions stratégiques, tout ce qui touche au capital. Donc la fondation, c'est majeur chez nous. Voilà. Alors ça débute. Hein. Alors il y a Bureau Valais qui est connu, qui a donné 100% à une fondation. Il y a Léa Nature qui vient de donner 7%. Et le patron voudrait donner à sa mort, il veut que la totalité soit à Charles Koblukov qui vient de faire ça. Ça s'est sorti dans la presse la semaine dernière. Il y en a d'autres, mais c'est pas très connu. Donc voilà, mais il y a plusieurs patrons celui à qui j'étais allé voir quand j'avais 30 ans là, qui m'a donné envie de reprendre une boîte. Yann Roland, pareil, il vient de le faire. Donc ça passe par déshériter ses enfants. Hein. C'est assez lourd. Hein. C'est pas. C'est un acte militant presque. C'est un acte militant, philanthropique, de dire je ne suis pas propriétaire de mon entreprise. En tout cas, je suis pas le seul. Je suis plus intendant. Cette richesse qui est créée, est-ce qu'elle est à mon service ou au service du bien commun? Qu'est-ce qu'une entreprise? C'est un toucher. Est-ce que c'est un commun? Est-ce que c'est un commun ou est-ce que c'est une propriété individuelle? C'est assez questionnant. Hein. C'est que des patrons entrepreneurs. Voilà, donc c'est souvent pas des communistes. Hein. Souvent peut-être un petit peu à droite si on peut encore dire qu'il y a des partis. Mais c'est une vision bien commun, quoi. Faisant partie du patrimoine, la boîte, elle appartient à tout le monde, quoi. Elle est faite pour ses parties prenantes. Elle n'est pas faite pour un seul propriétaire. Et ça, avec ton associé, vous êtes parfaitement aligné sur le fait totalement aligné, d'avoir ce mode de fonctionnement. Ah ouais, on a la grande chance qu'on a avec Sébastien, c'est qu'on est très aligné sur les valeurs. Là-dessus, on est. Voilà, faudrait qu'il en parle aussi, hein. Mais là-dessus, on n'a pas de. Non, on n'a pas de. En tout cas, c'est extrêmement intéressant et inspirant à l'heure où justement on vient re-questionner les modèles de gouvernance pour la durabilité des entreprises. Complètement. C'est encore des modèles dont on parle malgré tout assez peu, même très si peu. Très peu. On galère à avoir une tribune dans les Échos là. On a formé un petit collectif de chefs d'entreprise pour promouvoir qui s'appelle De Facto, pour promouvoir ce modèle. C'est la galère. Personne ne comprend en fait. Moi je suis allé à Bercy faire du lobbying avec ce groupe. Les inspecteurs des finances, les machins, ils ne peuvent pas se mettre dans l'esprit que un patron veuille s'appauvrir. Ça rentre pas dans le logiciel. Ils disent c'est pas possible. Ça veut dire que mais c'est limitant de dire juste ça. En fait, c'est pas s'appauvrir, c'est s'enrichir d'autres choses. Ah oui, bien sûr. Non, mais mais s'appauvrir d'argent. Parce que pour eux, la valeur, pour eux, bien. Je sais pas pour eux, mais la valeur, c'est les euros. À court terme, en tout cas. Complètement. Parce que peut-être qu'à long terme, ça produit autre chose. Bien sûr. Mais tout ça est en questionnant, puis ça évolue vite. Là, nous, on a fait ça en 2019. On a mis un peu de temps à démarrer. Mais là, on est vraiment en train de structurer tout ça. Comment c'est accueilli par vos collaborateurs? Alors, je crois que pour l'instant, c'est assez mal compris parce qu'on l'a mal expliqué. Donc là, on prévoit en décembre, on fait un tour des structures pour avoir 1 heure avec les collaborateurs pour leur expliquer ce qu'est une fondation actionnaire. C'est quand même assez, je sais pas si c'est complexe, mais ça touche quand même les actions, le capital. Enfin, moi, la personne morale, machin. Moi, j'ai mis vachement de temps à comprendre, à vraiment intégrer tout ça, quoi. Donc là, on fait le tour en décembre là, avec Maïka. D'accord. Et je pense que ce sera bien accueilli. J'imagine. Voilà. Et on a fait, pendant que j'en suis dans la gouvernance, on a une gouvernance. On vient de faire rentrer des fonds d'investissement aussi, des fonds d'investissement à impact. On vient de faire une augmentation de capital. Donc là, en utilisant la finance, mais comme un moyen et pas comme une fin. Nous. Voilà, il n'y a aucun gros mot sur gagner sa vie, faire une bonne rentabilité, etc. Ça nous va très bien. Simplement, faut orienter
le résultat, il doit être, voilà, c'est pourquoi, quoi. En 2 mots, c'est pas une fin, quoi. Donc des fonds impact, des fonds qui sont aussi là un peu mal connus. Il y en a, je dirais, une vingtaine, une trentaine en France, vraiment impact, où ils lient leur investissement. Donc ils ont un TRI, hein, ils veulent sortir un rendement. Ils sont avec nous pour 5, 7 ans, quelquefois un peu plus. Et puis ils ont acheté les actions à un prix. Ils espèrent que la boîte va se développer grâce au cash qu'ils mettent. Et puis quand ils vont revendre, ils espèrent faire une plus-value. Et cette plus-value, il y aura une mesure d'impact le temps qu'ils sont avec nous, le temps qu'ils sont là avec nous au capital. Et la mesure d'impact, si elle est positive, ils nous rendent une partie du TRI. C'est-à-dire ils nous rendent une partie de leur rendement. Donc on est un peu incentivé. Voilà, c'est des nouvelles forces de finance. La forme la plus aboutie en ce moment, je crois que c'est 2050, où là ils ont créé le truc. Alors c'est pas fonds de dotation, c'est fonds de pérennité, je crois qu'ils ont choisi. Mais en gros, c'est un objet social qui n'appartient à personne, un peu comme une association. Hein. Et donc ce qu'ils font comme rendement, etc. Il y a pas de dividende, c'est pas possible. Donc c'est réinvesti dans d'autres projets à impact. Donc c'est génial, j'adore. Ouais. Et là, quand tu dis mesure d'impact, ils regardent quoi? Alors alors ils regardent, on choisit les critères avec eux. Nous on est B Corp, on est B Corp. On est engagé dans la démarche B Corp. Alors il y en a pas encore beaucoup qui sont vraiment labellisés. Il y a Mobilewood, on en a 2 je crois. Et tout le monde est engagé dans la démarche B Corp et toutes les entreprises d'Ulteria, il y en a une dizaine, elles s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour progresser, puis petit à petit, quand on sera tous B Corp, Ulteria pour être B Corp. Voilà. On a choisi ce référentiel qui est américain. Voilà, moi j'aurais préféré quelque chose d'européen, mais il n'y avait pas un truc aussi bien foutu, assez exigeant, et avec une communauté française qui est vraiment très sympa. La communauté B Corp, elle est ces gens avec qui on a envie de bosser, on se comprend vite, on a voilà, c'est pas greenwashing, etc. C'est hyper sympa. Et donc là, pour bien comprendre, une fois qu'Ulteria est labellisé B Corp, c'est ça que les fonds vont aller regarder? Non, ils regarderont le score B Corp, il évolue tous les ans. Donc oui. Tous les ans, il faut progresser. Ça mesure le progrès. Donc c'est la mesure, et on en a d'autres, taux de déchets, les trucs classiques, taux de déchets, okay. Rapport salaire plus haut, plus bas, le nombre de femmes versus les hommes. Voilà, il y a tout un aspect social, il y a un aspect déchets. Voilà, je crois qu'on a 15 critères. Et du coup, parce que moi j'entends beaucoup, on entend toujours qui dit fonds dit pression des chiffres, dit pression de la rentabilité. Une lecture qui est toujours quasi exclusivement financière, des projets d'investissement, des projets de développement. Ouais. Alors nous, c'est ce qu'on est venu chercher. En fait, on est un moi, je sais pas, l'aspect économique me plaît aussi pour le challenge, etc. Mais en fait, on est venu chercher de la rigueur. Maintenant, on fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 180. Et donc, on est à une taille où il faut de la structure. Et on est venu chercher avec les fonds. On savait très bien quand ils rentraient au capital. Bon, ils sont minoritaires, hein, ils ont 10%. Donc, ils peuvent pas, pack d'actionnaires. Ils ont négocié un bon pack d'actionnaires pour eux. Donc ils ont aussi droit de veto sur des décisions stratégiques, etc. Mais on vit pas du tout ça. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus formel et surtout d'un peu de haut, de regarder ça, les chiffres de haut, et dire ça va pas, tu me changes ça, machin. Pas du tout. On est dans une co-construction. Ils sont là pour du 5-7 ans. Ils sont rentrés dans le Covid. Donc on sait bien que, on va pas nous demander ils vont pas nous demander l'impossible, quoi. Donc ça nous permet d'avoir un comité stratégique tous les 4 fois par an. Ce comité stratégique, il y a grâce à l'arrivée des fonds, forcément il y a les fonds, mais du coup on en a profité pour il y a un représentant des collaborateurs qui a été élu aussi. Donc c'est une représentante des collaborateurs en fait qui a été élue, Marie-Laurence, et par les autres. Il y a les deux fondations actionnaires, et il y a Sébastien et Alexis. Donc on est dans ce comité stratégique tous ensemble, et du coup on a quelque chose de beaucoup plus construit, raisonné. Alors c'est un peu, ça va peut-être un petit peu moins vite qu'avant, etc. Mais on peut plus. Il faut qu'on structure un minimum, quoi. Nos budgets, là, ils nous demandent vos budgets. Il faut les réaliser, quoi. Vous nous faites pas plaisir, machin. Nous, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est vos budgets, vous les faites. Donc du coup,
voilà, et ils nous mettent en réseau, beaucoup de mise en réseau. Ils sont plutôt là pour le temps long, il me semble. Il y en a ils nous parlent de déjà réinvestir ou aussi, voilà. Voilà, comment vous l'avez trouvé Alors on a fait appel à un lever, un banquier d'affaires, Alexis Loubert, qui a une toute petite boîte qui lève, qui fait de l'accompagnement à la levée de fonds uniquement dans les boîtes à impact, très à impact. Voilà, donc on s'est fait accompagner. J'en ai vu qu'il faisait tout seul, donc on a vraiment gagné du temps et on a tout cet écosystème de fonds. Il y a beaucoup d'argent sur le marché, donc on est plutôt le dossier il est lu par tout le monde. Donc déjà avoir une présélection d'une 20aine de fonds, où vraiment ça va coller avec nous, c'est hyper important, quoi. Et puis faire le pitch, machin. Enfin voilà, il y a toute une présentation, il y a la valo, se faire accompagner sur la valo, c'est pas évident. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se refaire un tout petit retour en arrière? Parce que là, on était en train de parler d'une dizaine d'entreprises d'Ulteria. Ouais. On t'a quitté, il y avait Mobilehood et ce fonds, en tout cas cette nouvelle gouvernance. Ouais. Comment est-ce que vous passez d'une entreprise à l'idée d'un écosystème et d'un nouveau modèle d'entreprise? Alors, ça, c'est pas la partie la plus facile. Pour le, je sais pas si le vulgariser, mais le rendre simple. Du coup, je vais partir d'un exemple. C'est toujours lié à la, voilà, on quitte un peu voilà, est-ce qu'on est au bout du capitalisme, etc. Moi, je vais pas faire vieux communiste, mais quand même, moi, mon conviction, c'est qu'on est au bout d'un système. Voilà, je suis bien conscient que la finance, c'est encore elle qui dirige le monde, faut pas se leurrer. Mais quand même, il y a tout un pan de la société dont nous faisons partie qui pense qu'il y a un nouveau modèle qui est possible, sûrement plus juste, et qu'en fait qu'on soit peu, c'est pas grave parce qu'en fait c'est toujours comme ça. C'est toujours des minorités actives qui font bouger les choses. Il y a qu'à regarder De Gaulle. Voilà, on va pas. Donc on me dit oui, mais c'est pas. Tu vois, il y a les autres, la masse bouge pas, et ben c'est pas grave. La masse elle bouge pas, nous on va bouger. Donc la Russie et la Chine, on nous dit ça en ce moment. La Russie et la Chine, bah oui. Mais s'ils font rien. Mais non, mais ils ont raison aussi. Mais alors, nous on a choisi de faire bouger notre monde. Voilà. Parce que maintenant c'est notre truc là. Le monde. En tout cas, le eux contre nous, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas non, parce qu'à ce moment-là on s'arrête quoi. Enfin voilà, on regarde la télé. Mais non. C'est pas mieux. Donc on se retrouve voilà à ce moment-là et là c'était important, on s'est dit comment en fait il y a peut-être plusieurs manières de le raconter, mais moi en ce moment comme j'aime bien le raconter, c'est comment mettre le travail qui a été très séparé un peu du reste de la vie, c'est souvent, moi je suis un gros con au travail parce que c'est comme ça, mais tu sais, je suis super sympa en fait. Donc voilà, une espèce de bipolarité là. L'homme au travail, il y a le travail et puis il y a le reste. Ça donne, ça va bien, bah oui, ça va, oui, bah comme un lundi ou comme un vendredi. Ou le fameux équilibre vie pro vie perso. Voilà. Donc voilà, moi à un moment je rêvais à que le pro soit mélangé complètement dans le perso. En fait, je pense que c'est important d'avoir aussi son petite part à soi. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, de remettre peut-être le travail comme un élément de la vie comme les autres, et donc d'essayer de remettre ensemble un lien à la nature, un lien au social, au territoire, voilà, faire société, le travail et puis l'éducation. Nous paraît. Donc pour faire ça, comme nous on est plutôt des terriens, on a acheté un terrain de 10 hectares en périphérie d'Auxerre, plutôt à la campagne, au milieu des vignes. Et sur ce terrain, on a imaginé de mettre une école, une usine, une école et ce qu'on appelle la maison éco-citoyenne, qu'on a rebaptisé depuis Écolab, la maison de la transition, voilà, mais une maison ouverte sur le territoire. Donc maintenant on est en 2021. Donc et on a en effet sur ce terrain maintenant on a une ferme, on a la ferme d'Ulteria, on a une centaine de chèvres. De l'autre côté on a une nouvelle usine une usine qui vient de sortir de terre, au top de la construction écologique. Là ça pourrait faire l'objet d'un podcast bâtiment que je ne saurais pas faire, mais on a Fantin ici chez nous qui saurait faire ça. Donc au top de la construction écologique, en concept de cradle to cradle, du berceau au berceau. C'est comment on conçoit une usine qui
dès la conception, son démantèlement est prévu. Donc référencement de tous les matériaux, soit c'est des matériaux qu'on pourrait réutiliser, soit c'est des matériaux qui ont des filières de recyclage bien foutues, et puis tout ce qui est mode constructif, éviter les cols, tout ce qui se désassemble pas, pour pouvoir voilà, une usine très modulable, une usine très orientée homme, une usine évidemment autonome énergétiquement, recyclage des eaux usées, enfin voilà tout ça. Et puis on a déposé les plans à un moment de l'école. Qui va voir le jour fin 2023. D'ailleurs, on cherche des fonds, j'en profite. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et puis, la maison éco-citoyenne, la maison du territoire. Là, on est en structuration de cet objet où là, on aimerait vraiment bien qu'elle n'appartienne pas, mais qu'elle appartienne à un mélange d'habitants, de pouvoirs publics et d'entrepreneurs. Avec des modèles de SCIC, de sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des nouveaux modèles de propriété, mais propriété commune. Quel est l'objectif de cette maison ? L'objectif de cette maison, c'est favoriser la transition sociétale, écologique dans le territoire. Voilà, donc un mélange de formation, un mélange d'incubateurs, de projets impact, un mélange peut-être de fonds d'investissement impact, et un mélange de formation. Beaucoup de formation, genre, une espèce de petit institut des futurs souhaitables, pour ceux qui connaissent, régional. Et toujours en alliant nous évidemment on va pas tout créer, hein, donc c'est plutôt comment est-ce qu'on est ubérisant, quoi, comment est-ce qu'on arrive à faire que tout ça fonctionne ensemble en allant chercher des choses qui existent déjà, hein. Il y a plein de belles initiatives. Donc ce projet, c'est un peu notre comment dire, c'est de manière pratique le projet d'écosystème d'Ulteria. C'est difficile sans montrer j'aime pas trop les slides, mais quelquefois c'est quand même pratique. Donc c'est comment on arrive à fonctionner de manière reliée, vraiment reliée, et qu'on n'ait pas peur de relier des choses qui a priori n'ont rien à faire l'une à côté de l'autre, mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a hérité d'une ère post-industrielle qui fait que ça nous paraît naturel que le travail c'est un endroit, l'éducation c'est un autre, tout est très très cloisonné, alors que la vie d'un homme, eh ben, elle est faite de se nourrir, On a un petit problème de micro là. Ouais. Alors je sais pas si tu couperas ou pas, mais c'est tout en train de se casser la gueule. Pareil, on coupera pas. Je te laisse rétablir la situation. Attendez, ça arrive. Je crois qu'on a besoin de ton aide. Ouais. Et nous avons réparé le micro. Le micro est réparé, du coup je sais plus du tout où j'en étais. Ça c'est un peu le problème. Alors j'étais à... Oui, peut-être que c'est... Oui, qu'on a... Refaire le lien sur des choses... Où tu te dis, en fait, il n'y a pas de lien, mais en fait, entre l'éducation, ta maison de transition, ton usine, la production, la ferme, le modèle post-industriel nous disait plutôt, on sait partout. Là, toi, tu dis, en fait, et si on imaginait un écosystème, si on imaginait, on met tout ensemble, et qu'est-ce que ça fait? Et là, c'est le concept d'externalité positive. Voilà. Et par exemple, des trucs tout simples à comprendre, hein, c'est quand on a encore une usine à côté d'une ferme, on pourrait se dire bon, l'usine elle va polluer parce que c'est des animaux, c'est pas très cool, mais c'est pas grave, c'est une ferme en bio, c'est pas si grave que ça. Mais quand on a une école, une crèche et une école à 300 mètres de son usine, je vous garantis que il y a pas de salaud enfin ça n'existe pas en fait. C'est juste naturellement l'usine elle va faire gaffe, quoi. C'est-à-dire, ça va vraiment être un modèle de vertu écologique, mais je pense juste parce qu'il y a les enfants à côté. Donc pas quelque chose de forcé, ça va juste devenir naturel. Les enfants qui, moi j'en ai 4, donc il y en a, voilà, dans les 4, il y en a qui sont plus ou moins d'attrait pour l'apprentissage, et d'avoir une usine à côté, donc de pouvoir voir, bah voilà, à quoi ça sert, quoi, de bosser. Aussi de voir tous les métiers. Nous, on a la chance, notre usine, il y a pas de la R&D, mais il y a de l'innovation, il y a de la vente, il y a de la production, il y a de la pause, il y a de la maintenance. Enfin, ils pourront voir tous les métiers, quoi. Toutes les fonctions support dans l'entreprise qui permettent aussi à l'entreprise de tourner. Tout à fait. Ils pourront un terrain de jeu. Exactement. Pour eux, c'est formidable. Et pour les anciens, de transmettre à des... Et alors, il y a un truc marrant aussi de l'école. Moi, ce que j'aime beaucoup de l'école, c'est une externalité positive que j'avais pas du tout imaginé, c'est l'unité. En fait, quand je me balade dans les structures d'Ulteria, nous, on a fait on a grandi par croissance externe, et notamment de concurrents. Et en fait, quand on rachète un concurrent, en général, ceux qui ont fait
d'affaires, donc les propriétaires, ils sont super contents parce qu'ils se disent mais c'est cool, on voit les synergies tout de suite, et on dit aux équipes bah voilà maintenant, allez, on est dans le même groupe. Mais en fait pas du tout. Enfin les gens ils sont pas, c'est pas ça. Les commerciaux ils se battent depuis des années les uns contre les autres pour chaque affaire. Donc en fait le lien il est pas facile à faire. Et l'école, moi j'ai remarqué que c'était quelque chose où dans toutes les structures on me demandait et comment va l'école. Et c'est un espèce de truc qui unit, qui donne du sens à toutes les structures. Là-dessus, donc c'est une représentation assez donc de la vision d'écosystème. C'est un écosystème un petit peu territorial, on va dire, hein, physique. Il y a à Redon et à Bergerac, à Nantes aussi, on a un peu à Nantes, à Vannes. Enfin là, on a implanté. Il y a sûrement des écosystèmes différents qui vont naître, mais on encourage, et c'est la fondation qui va porter ça plutôt comme en tant que compétence, qui va aider à ça. Mais on a aussi des écosystèmes plus métiers. Alors j'ai pas trop parlé de nos métiers, donc c'est quand même ce qui nous fait vivre, hein. Donc on a 2 métiers principaux. Un qui est l'agencement de magasins écologiques. Donc c'est comment rendre les lieux de vente, qui sont des lieux de vie aussi, hein, on l'a vu on l'a vu pendant le Covid, sains et écologiques. Donc donc on a 3 menuiseries qui sont capables de fournir tout le mobilier de magasin à toutes les marques sensibles à l'écologie. Et puis on a aussi chez Bergerac un pôle charpente important, et un autre métier qui est le zéro déchet. Donc comment est-ce qu'on engage le retail dans le zéro déchet, suppression d'emballage. Et là avec 2 boîtes qui bossent dans le vrac, une qui est Bulk & Co, une autre qui s'appelle WeBulk, une qui est une start-up, l'autre qui est une boîte plus classique qui offre des solutions de vente en vrac au magasin. Et sur ces 2 pôles, on crée des, et là c'est des intuitions de Sébastien là qui est drôlement doué là-dedans. Comment est-ce qu'on crée des écosystèmes de métiers là? Donc ça passe par la prise de participation chez des concurrents, chez des confrères, dans des startups, sur le vrac par exemple. En ce moment on a pris 1 de participation, on a 2-3 autres qui arrivent. On avait négocié ça avec les fonds aussi, d'avoir une poche pour pouvoir investir plutôt des petits tickets, mais ce qui nous permet nous d'aider des boîtes à impact, de faire bénéficier un peu de nous nos 15 ans d'expérience, de rester collé c'est plutôt des jeunes qu'on accompagne, donc rester collé un peu à la jeunesse, ça c'est quand même hyper important, de faire partie des comités stratégiques de ces boîtes-là, donc d'apprendre aussi, et puis éventuellement pourquoi on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise financière aussi. On aide au départ et puis à un moment on sort et ça vient nourrir d'autres projets d'Ultaria. Et ça aligne un peu les intérêts. Du coup on travaille encore plus ensemble. Bien sûr. Alors c'est pas magique parce que ça, nous on aime bien le principe de compétition, c'est-à-dire on compete et on coopère en même temps. Mais on est quand même, et ça même chez Ultaria en interne c'est comme ça. J'ai un grand conglomérat, on a tous les mêmes intérêts. Nous on croit pas du tout en ça. Chaque entreprise elle a sa raison d'être, sa vision, ses intérêts à défendre. Et là où ça fait du sens pour elle et pour le marché et pour le client, il faut être en compétition. Par contre, il y a plein d'endroits où ça fait sens pour tout le monde de coopérer. Et là, c'est vraiment bête de pas le faire. Là, c'est pas intelligent, c'est pas juste. C'est juste pour personne. C'est pas écologique, en fait. On dépense de l'énergie inutilement. Donc, voilà. Et justement, là, comment tu routes entre la compétition et la coopétition? Compétition et coopération. Et coopération, pardon. Ça, c'est pas évident. Ça, en fait, j'ai pas de recette. Là, c'est Sébastien qui bosse pas mal ça. Ça passe toujours par les mêmes choses, hein. Alors nous, moi, je vais faire une petite aparté, mais quand on s'est dit bon, on va essayer de faire différemment. On se l'est même pas dit ça, mais en tout cas, c'est né. Dit, mais il faut qu'on aille se former aux compétences relationnelles, quoi. Parce qu'en fait, rien ne bouge sans que les hommes bougent, quoi. Enfin, on peut avoir la meilleure idée du monde. C'est conduite du changement. Donc, et pour ça, il faut
apprendre un petit peu ce qu'est un homme. Et je trouve que pendant les études, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de compétences, mathématiques, les langues, etc. Mais les compétences relationnelles, on les apprend pas. Donc on est plusieurs à être allés faire une école de coaching. Donc vraiment se certifier coach professionnel, hein, c'est 18 mois, c'est sérieux, examen, etc. Et ça donne un bagage qui est assez solide. Et donc moi, ce que je vois dans la coopération, comment on fait pour que les gens coopèrent quand il faut et soient en compétition quand il faut, ça passe toujours par déjà déjà passer du temps ensemble. Ça me paraît un peu bête ce que je dis, mais c'est passer du temps ensemble, se connaître, s'aimer. Désolé, mais ouais, un moment se reconnaître en tant que personne. Ensuite, se reconnaître les compétences de chacun. Tant qu'on n'a pas passé un temps d'inclusion, un temps à savoir bien chacun là où il est bon et là où peut-être il a à apprendre de l'autre, tant qu'on n'a pas fait ça, on peut pas coopérer. Donc on passe beaucoup de temps à faire en sorte que les équipes se connaissent. On a plutôt un temps de séminaire d'entreprise qui est sûrement largement supérieur à la moyenne, un temps de passer sur la connaissance de soi, la connaissance de l'équipe, etc. On a une équipe dédiée. On a 3 personnes, Ève, Valérie et Fantin qui s'occupent de ça. Donc ils travaillent, ils prestent aussi un peu pour l'externe, mais beaucoup en interne. Tu peux nous dire un peu quels sont les outils justement d'intelligence collective que vous déployez ou que vous utilisez pas mal, ou de connaissance de soi? Ouais, en fait je peux peut-être plus, si tu veux bien, parler un peu de notre chemin là-dessus, sur l'entreprise Libérée, là, dont tu me parlais tout à l'heure. Libérée, libérante, j'aime bien que tu dis, parce que libérée, ça veut pas dire grand-chose, mais on se comprend quand on dit ça. Donc, nous, en 2016, on a lancé 4 entreprises dans l'holacratie. Je sais plus. L'holacratie, donc c'est, je peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais je peux pas vous dire exactement. C'est un peu long, mais c'est vraiment sortir du modèle pyramidal pour partir sur un modèle plus cellulaire où l'autorité et l'autonomie de chacun est vraiment possible, avec des systèmes de cercle, de gouvernance cellulaire, de suppression des chefs, etc. Donc on est parti là-dedans à fond. C'est allé jusqu'à ce que Sébastien, qui à l'époque était chez Mobilewood, quitte Mobilewood. À partir du moment où on a formé tout le monde, il est parti pour dire je vais les laisser vraiment se libérer puis être autonome. Donc on a lancé ce programme. Ça a très mal fonctionné. Voilà, on est allé assez vite et peut-être trop vite. Enfin voilà, on a beaucoup appris en marchant. Donc c'est très strict en plus comme modèle. Hein. Ouais, alors j'aimerais bien savoir ce que ça donne maintenant, parce que nous on était au début, on était dans les premières entreprises à passer en holacratie avec un modèle assez rigide à l'époque. En effet, une constitution à respecter, des choses, ça va très loin. Moi, j'ai le sentiment que ces modèles-là, en tout cas l'holacratie, fonctionne bien quand tu passes d'un modèle pyramidal à un modèle plus ouvert, plus libérant, plus responsabilisant. Mais quand tu crées l'entreprise, parce que si j'ai bien compris, en fait, c'est que vous aviez créé l'entreprise et l'entreprise que vous avez créée, vous l'aviez passé tout de suite en holacratie. Non, c'était pas ça. Non, c'était des entreprises qu'on avait. D'accord. Non, moi je crois que c'est très facile. Moi, l'endroit où je vois que c'est très facile, c'est quand très facile, c'est pas ça. C'est quand on est dans un univers de consultants ou où il y a beaucoup de matière grise. D'accord. Et que beaucoup d'intelligence de la tête et plutôt peu du corps et des mains et du cœur. Et là, comme c'est un modèle très abstrait, très théorique, avec beaucoup de règles à comprendre, c'est le Monopoly, les règles du Monopoly, mais au cube, quoi. Faut tout c'est assez compliqué. Oui, dès lors que t'es conceptuel, il y a pas de problème. Exactement. Dès qu'on est conceptuel, il y a pas de problème. Là, ça a quand même été assez compliqué. On en est sorti complètement. Et maintenant, on n'a plus de modèle. En fait, on a. Vous en êtes sorti. Il y a de la casse. De la casse salariale de collaborateurs, plutôt assez peu. Ouais. Ouais, peut-être. Oui, il y en a eu un tout petit peu. Il y a de la casse humaine, oui, moi j'en ai vu, parce que on libère la parole très fort, sans forcément avoir la conscience de ce qu'une parole peut faire. Donc oui, ou de la casse aussi peut-être dans la confiance. Moi, dans l'entreprise Sylvan dont je m'occupais, voilà, il y avait eu beaucoup d'espoir d'opérateurs en se disant on va vraiment vivre quelque chose de différent, et en fait ça a été extrêmement dur. Et du coup après c'est bon, c'est bien ce que je pensais.
toute façon, ça changera jamais. Donc des choses comme ça, plutôt un peu dur pour moi. Voilà, donc on a gardé tout ça. Après, on va essayer plein de choses, hein, des binômes de leaders, pas de leaders, des binômes de leaders. Un leader qui est limite le plus jeune de l'entreprise pour qui puisse tenir une posture de je suis garant de la vision, mais il n'y a pas de pour arrière. On a essayé plein de choses. Maintenant, on laisse beaucoup plus, comment dire, le naturel venir en respectant l'histoire de l'entreprise et la personnalité du leader. Il y a des leaders, on a des DG dans chaque boîte. Il y a des DG qui sont très à l'aise avec le délégatif. Il y en a d'autres qui sont ils ont besoin de tout maîtriser et ça, c'est à respecter, quoi. Alors, ça veut pas dire que on fait rien, hein, pas du tout. Mais je ne saurais pas vous donner un modèle, là, de théoriser un modèle de ce qu'on fait au niveau j'ai des exemples, oui, mais de ce qu'on fait au niveau du management, assez compliqué. C'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Et en fait, processus d'intelligence collective, mais bien compris. Parce que l'intelligence collective qui est, je te mets dans une salle des gens, et puis, comme ils sont plusieurs, ça va être plus intelligent. Ça, c'est juste un énorme mensonge. Il y a des étapes à respecter dans les réunions. Il y a que ça, maintenant, on connaît par cœur, et qu'on a même, plutôt, intégré vraiment. Donc, on a beaucoup, les réunions sont facilitées chez nous. Il y a très peu de réunions où il n'y a pas un facilitateur qui est externe, qui n'est pas là dans la réunion, mais qui est externe, qui a pas d'enjeu, et qui est là pour faire en sorte justement que chacun puisse parler, que les introvertis puissent s'exprimer et pas uniquement les extravertis. Ouais, j'ai remarqué ça beaucoup. On dit, nous, on fait de l'intelligence collective parce qu'on réfléchit ensemble, mais c'est facile, il y en a 3 qui parlent. Et c'est les extravertis. Les extravertis, ils adorent parler. Donc, et en fait, on a l'intelligence collective des 3 extravertis. C'est, voilà, donc on est devenu vraiment, je trouve, assez bon là-dedans. Et dans tout ce qui est vision, s'attache beaucoup à bien donner l'étoile, savoir où vont les gens. Voilà. Comment toi tu travailles avec chacun des leaders des 10 entreprises? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que comment vous... Ouais, alors on s'est séparés. En fait, Sébastien gère le pôle business, donc le pôle agencement et vrac. Donc qui travaille avec des rituels. On ne peut plus. On a une taille, pas tellement la taille, mais vu la diversité de nos activités, ce n'est plus possible d'être dans le quotidien donc nous, ce qui est majeur pour nous, c'est de mettre les leaders dans les meilleures conditions, d'avoir déjà des bons leaders et les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils réussissent. Et ensuite, Sébastien a institué des rituels réguliers, 1 fois par mois, tous les 2 mois, il appelle ça réunion visibilité. Il se voit pendant une journée, facilité, où t'en es où, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, etc. Et avec de temps en temps des arbitrages qu'il fait. Et puis des moments aussi où les leaders se voient entre eux. Voilà, beaucoup de rituels, mais je peux pas trop les détailler, ce serait trop long. Et moi, je suis sur la partie. Donc moi, je suis directeur de notre école. Donc moi, plus la partie éducation. Je m'occupe de la formation là, donc les gens dont je parlais, de la fondation et de l'immobilier. Et j'interviens dans les structures sur les recrutements, tous les recrutements. C'était ma prochaine question. Voilà. Vas-y. Non, mais ça m'intéresse énormément de savoir comment vous captez vos talents, et parce que on est vraiment à la campagne ici, sur un territoire magnifique, mais qui n'est pas Lyon, qui n'est pas Paris, qui n'est pas peut-être là où les viviers de talents en tout cas classiques se trouvent. Ouais. Et donc j'étais intéressée aussi, tu vois, quand tu parles de leader. C'est super. Depuis 2-3 ans, on vit un super moment. C'est qu'en fait, on a travaillé notre marque employeur sans s'en rendre compte, parce que ça n'a pas été une stratégie. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas verbalisé comme ça. Mais Ulteria, puis on passe beaucoup de temps, nous peut-être beaucoup plus que la moyenne, à faire le podcast. Hier, j'étais chez BPI dans leur accélérateur décarbonation pour présenter Ulteria. Beaucoup de temps quand même à essayer de se faire connaître, qui on est. Et en fait, le projet, les gens viennent pour le projet Ulteria. Et ça nous va bien. Donc là, le DG de Mobilwood, le nouveau DG de Mobilwood, il vient de Nantes. Il a déménagé, il pensait jamais déménager de sa vie. Il a déménagé femmes et enfants parce que lui, il rêvait, il est passionné par la forêt et la permaculture, et il voulait, pour lui, la forêt comme modèle d'organisation, ça lui parle beaucoup.
Et c'est exactement la vision de Mobilwood. Il retrouve cette boîte qui a sa vision, sauf que l'usine est construite. Il se retrouve avec une usine qui est toute neuve, etc. Enfin, le gars, il s'est dit, c'est pas, enfin, ça. C'est une grosse responsabilité quand même pour vous. Ah bah toute embauche est une responsabilité. Ouais. Alors après, là dans notre travail de coaching, etc. Moi j'ai appris à mettre la juste responsabilité. C'est-à-dire c'est notre responsabilité, elle est de montrer le poste, l'environnement, etc. en vérité. C'est-à-dire ni trop blanc, ni trop noir. Voilà ce qu'est la réalité d'Ulteria, voilà ce qu'est la réalité du territoire. Après, si le gars il prend sa décision et que la période d'essai ça le fait pas, c'est des moments qu'on déteste vivre, c'est souhaité par personne, mais par contre, voilà, on a mis en place tout ce qu'il faut pour que on se sente pas responsable, parce que maintenant on fait des immersions, on met en place tout ce qu'on prévient, peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est pas mieux de pas déménager tout de suite, enfin voilà, on questionne, mais après chacun prend ses responsabilités. Ouais, bien sûr. Et donc le recrutement, on ne fait plus d'appel à des cabinets là depuis un moment. On gère tout en interne et on a un processus bien qui est un peu long. Je pense qu'il est peut-être un peu long pour le décrire, mais bien qu'on fait évoluer là. On a la V2, bien organisé, bien processé pour essayer que la personne, elle sache où elle arrive de manière la plus transparente possible et que nous on essaie de comprendre qui est la personne dans son intégralité. Et sachant que, évidemment, en gros soleil égale gros ombre, soleil moins flashy égale personne avec sûrement un petit peu moins d'ombre, etc. Enfin, bref, le candidat idéal qui est le parfait candidat n'existe pas. Donc voilà, l'important c'est juste de savoir ce que ça matche ou pas, quoi. Et donc les talents viennent de la France entière. Le territoire n'est pas un frein, en tout cas aujourd'hui. Si, c'est un frein, bien sûr. Okay. Non, mais c'est sûrement un frein. Moi, je préférais. Si on était à Annecy, ce serait peut-être plus facile. Hein. Mais en tout cas, du coup, c'est des gens qui aiment la campagne, qui ressemblent à nos gars. Voilà, ça a d'autres intérêts et qui viennent pour le projet. On a Maïka, la déléguée générale, elle est venue d'Italie. Elle a fait 15 ans de L'Oréal. Enfin, des profils qu'on n'aurait jamais pensé attirer. Des jeunes aussi on se dit on va les voir pour 2 ans, 3 ans, puis en fait ils restent. Donc on a cette magnifique, ce beau cadeau d'avoir des talents qui. Alors, et ce qui me surprend là, on dit toujours les jeunes. Oui, ils veulent réussir leur vie, pas dans la vie, c'est normal. Oui. Mais en fait, maintenant les anciens ils viennent. Là, on a 3 personnes là, 4 personnes. Je dis des anciens, j'ai plus de 45-50 ans, quoi. À peu près au-dessus de 50 ans, on va dire, qui viennent parce que pour le projet, qui divise leur salaire par 2 ou 3, mais ils en peuvent plus en fait des jeux politiques, des boîtes américaines, etc. Ils n'en peuvent plus, des LBO, des machins, et ils viennent pour le projet Ulteria dans l'idée de transmettre. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose de très, très beau aussi qui nous arrive là. Et ils ont pas joué. Ils ont pas d'ego dans la relation parce que leur carrière est faite et ils sont là plus pour nous aider, quoi. Il y a pas avec Alexis et Sébastien, je vais leur montrer ce que je sais faire. Non, c'est superbe, ça, superbe. Moi je vois les générations de nos parents qui sont en train de bouger et c'est tout récent. Enfin pour moi c'est tout récent. Mes parents ils trient les déchets depuis 2 ans. Donc mais ils commencent, ils le font. Ouais, donc il y a un mouvement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent. Le mouvement de fond, il est en train de s'accélérer énormément. Ouais. Effet Covid ou pas, mais tout le monde commence vraiment à se poser la question. J'ai un truc dont j'ai envie de parler un peu, c'est l'école. Ouais. Je peux? Oui, parce que je me rends compte que j'ai oublié. Ouais. En fait, dans notre idée là d'écosystème et qu'est-ce qui l'éducation, une partie prenante importante. Eh ben, on s'est dit on va monter une école, mais c'est pas Alexis et Sébastien qui montent une école. On a monté une école qui fait partie de notre projet d'entreprise. Donc, on a une maternelle et une primaire. Montessori, tu m'as dit que tu avais fait une partie de ta scolarité en Montessori. Voilà, cette école, j'en suis directeur. Donc ça fait partie de mes Ulteria me
paye aussi pour être directeur de l'entreprise, de l'école. Et voilà, c'est une manière de, dans notre territoire, offrir. On a vraiment pas vocation à bouleverser l'éducation nationale, hein, et on n'a fait rien contre aussi. C'est une autre proposition éducative. Montessori Learning by Doing. Moi, j'adore. C'est 3-6. C'est apprends-moi à faire par moi-même. Donc ça, déjà, c'est assez rare parce que mon petit coco, faut que je te protège, que je te machin, que je te truc. Là, c'est pas du tout ça. Et alors 6-12, c'est extraordinaire, c'est apprends-moi à penser par moi-même. Alors là, on est dans un autre paradigme, et c'est voilà, nous, ce qu'on souhaite offrir au territoire, c'est une éducation qui permette aux enfants d'être peut-être les futurs leaders du monde qui les attend, moi, je vais vous me partager, je sais pas si c'était en ligne ou pas, enfin, quand on s'était branché les micros, mais vous me partagez que ça va secouer. Enfin, moi pareil, moi je demande à personne d'être d'accord avec moi, mais ma croyance à moi, c'est que ça va très très secouer, de par beaucoup de choses que j'ai écoutées de personnes très 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 intelligentes. Quand j'ai vu la convergence de points de vue, à un moment, je me dis bon, ouais, non mais là, je peux pas relire tous les rapports, je peux pas refaire les expériences, je peux pas, mais enfin, je crois vraiment que ça va secouer très fort, quoi, et que les enfants, ils auront besoin de savoir se relationner entre eux, et puis de apprendre à apprendre, quoi. Enfin, c'est juste, maintenant, ça me paraît une évidence. Ouais. Donc tu fais aussi tout ça pour tes enfants. Je fais tout ça pour mes enfants, mais ils sont un peu vieux, moi. J'ai 18, donc ma fille, oui, elle a fait sa scolarité Montessori, maintenant elle est en 6e. Mais je peux pas dire que je fais ça pour mes enfants. Je le fais aussi pour mes enfants, mais je l'ai fait trop tard, en fait. Je sais pas, voilà, moi je suis admiratif. Vous avez reçu Arthur, là, il y a pas longtemps? Ouais. Time for the Planet. Ouais. Il a 26 ou 28 ou je sais plus quoi, là. Il est tout jeune. Il est tout jeune, et il a déjà une conscience une conscience et puis un activisme d'une maturité pas possible. Moi, j'ai 48 ans. Nous, on a un projet à 30 ans, quand j'ai eu mes enfants et tout, ça me venait pas à l'idée. J'y pensais pas, en fait. J'y pensais pas. On a quand même une fille qui a fait l'école à la maison, tout le collège. Mais, donc on devait quand même un petit peu. Mais voilà. C'est quoi ta définition du leader? Parce qu'on a beaucoup dit beaucoup parlé de leader. Oh là là. Définition du leader qui ne soit pas issue d'une de mes lectures, qui soit vraiment sincère. Moi, je dirais au service d'eux, mais voilà, c'est assez simple. Hein. Au service d'eux. C'est Ouais, j'ai l'impression que le bon leader, c'est celui qui un jour est prêt à plus être leader. Je sais pas comment. C'est celui qui vise le bien du groupe, du collectif, et en sachant s'effacer si besoin, quoi. Et nous, on est très touchés en ce moment. Enfin, moi, je suis très touché en ce moment par ça, parce que de par la gouvernance qu'on a mise en place, ça y est, on a vraiment lâché les chevaux. On a un comité stratégique où il y a des collaborateurs qui vont vraiment défendre la boîte. Hein. Les fonds d'investissement qui vont vraiment défendre la boîte et leur investissement. La fondation qui va vraiment défendre la mission. Et du coup, Alexis là-dedans, en fait, il y a plus de choix, quoi. Ça va être orienté bien commun d'Ulteria. Donc si un jour moi je suis plus la bonne personne, ça sera pas brutalement, mais il y a quelque chose qui se passera, quoi. C'est pas parce qu'on est propriétaire de l'entreprise que on est forcément le bon leader. En fait, voilà. Je dérive un petit peu, mais ça me fait penser à ça. Tu te sentirais prêt là aujourd'hui à laisser ta place? Je pense déjà que je l'ai laissé sur une bonne partie. Et puis oui, mais il y a quand même oui, sûrement dans la partie exécution, mais dans la partie réflexion, vision. Et puis aussi moi j'ai mis quand même un peu mes tripes, hein. Ouais, donc c'est pas terminé. Du coup, ouais, c'est pas terminé. Puis la partie fondation, elle me passionne. La partie territoire, nos petits territoires là, vous me disiez ah là, ça a pas l'air de bouger beaucoup. Bah non, ça bouge pas. Non. Ça bouge pas chez nous. Ça bouge pas beaucoup. Mais faire rebouger, faire revenir les gens dans les campagnes, etc. Ça me faire des projets locaux
sûrement un peu plus petit. En ce moment, il y a les brasseries là il en pleut là. Bientôt, ça va être les distilleries. Je vois le mouvement arriver. Des projets comme ça pourquoi pas. C'est quoi alors les next steps et l'ambition de l'entreprise tu vois, est-ce que vous avez envie de continuer à ajouter d'autres briques à cet écosystème? Est-ce que vous avez envie de vous répandre différemment sur le territoire français, à l'international? Ouais, alors l'ambition d'Ulteria, je pense que c'est de montrer. En ce moment, il y a le terme bac à sable qui est sorti. C'est-à-dire que vous voyez bien que vu tout ce qu'on fait, on n'a pas prétention de révolutionner l'agriculture, l'éducation, le travail du bois, le vrac, la gouvernance, la formation pour adultes, tous les sujets qu'on touche. On vient de faire un drive zéro déchet, enfin bref, c'est une grande effervescence. C'est plutôt dans le mode bac à sable, c'est-à-dire expérimentation, assumée. Alors attention, il faut que ce soit faut que ce soit en cohérence. Ouais, faut que ce soit en cohérence, bien sûr, faut que ce soit fait intelligemment. Mais et c'est de montrer, je pense, qu'un nouveau modèle est possible. Et on est assez peu, il me semble, à être dans ce qu'on a regardé dans les initiatives, à être sur les 3 piliers qui sont pour nous de l'écologie intégrale, qui nous parle beaucoup. Tout est lié, RSE, économie sociale, environnement, sur les 3 pôles en même temps. C'est-à-dire de manière consubstantielle, c'est-à-dire vraiment en même temps. C'est-à-dire j'ai pas une fondation qui sert, j'ai pas une grosse boîte avec ma fondation qui fait le bien et je m'occupe que de l'économie dans ma truc et en même temps je fais des ruches sur mon parking. Pour nous c'est pas ça enfin en tout cas notre vision de ce qui serait juste, en tout cas un modèle assez juste, c'est de faire toujours les 3 en même temps. Donc c'est de montrer, et c'est ce qu'on essaie de faire, et si on arrive, si Ulteria arrive à montrer que cela est pérenne économiquement, je pense qu'on aura réussi quelque chose. Et personnellement, moi j'ai toujours 10 000 envies. Très personnel, j'ai envie de bien m'occuper de ma famille et de mes enfants, mais vraiment, c'est devenu hyper important pour moi. Voilà, j'ai mon aîné que j'ai peut-être vu un peu passer un peu. Enfin, bref, c'est pas satisfaisant pour moi. Donc du coup, j'ai pas envie de reproduire ça avec les prochains. Et puis j'ai envie. Je sais pas comment dire. J'ai envie d'écologie intérieure aussi. De vraiment moi aussi vivre quelque chose d'équilibré entre la partie économique, un peu faire vivre le foyer, la partie sociale, amicale, etc. Puis l'environnement, pour moi c'est plus le territoire. Qu'est-ce que je peux faire pour mon territoire? Voilà, je mourrais tranquillement si j'avais ça. Je pense pas que je déménagerais. Donc sur la colline de Vézelay, j'aurais peut-être ma tombe. Oh, super. Est-ce qu'il y a un mot que tu veux donner là, ou que tu veux dire à tous ces jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, ou ceux qui sont dans des boîtes et qui se disent mais finalement je sers à quoi, et qu'est-ce que tu peux leur dire encore pour qu'ils passent à l'action et se mettent en mouvement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux leur transmettre là encore? Moi, je dirais qu'il est jamais trop tard, en fait. Enfin, parce que moi, je suis très marqué par les histoires que j'écoute où on a l'impression que tout était écrit et il faut venir de tel milieu pour mais non, en fait, tout est toujours possible. Et que, enfin, surtout pour les jeunes, de ce que je vois, les boîtes pour lesquelles on est sollicité là, les possibilités, elles sont juste géniales. Enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec le discours les pauvres, quel monde on leur laisse, etc. Je pense que ceux qui ont eu la guerre dans les tranchées, franchement, les millions de morts complètement débiles, je pense que c'était pas mieux, quoi. Enfin, peut-être que c'était mieux, j'en sais rien. Mais en fait, je pense que c'est un non, ça tire pas vers le haut. Il y a un infini du possible là qui est en train de s'ouvrir à eux, des défis magnifiques à relever, une prise de conscience, je pense mondiale. Il y a 10 000 solutions à trouver et puis go quoi. C'est génial. Ouais, pas de.
Et n'oubliez pas si, ça c'est important. Et n'oubliez pas, occupez-vous de votre, je sais pas comment le dire, mais occupez-vous de la partie spirituelle qui est en vous, qui est en chacun. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Son écologie intérieure. Ouais. Ouais, chouette. Merci beaucoup, Alexis. Bon. Merci beaucoup parce que, c'est ce que j'ai noté là sur mon petit bout de papier, de faux papier, mais tu nous as raconté une belle histoire et c'est une belle histoire d'amour. Je trouve que ça fait vraiment le lien avec pas mal de personnes qu'on a pu avoir sur Tipping Point, celles qu'on a déjà sorties, celles qui sont à venir. C'est l'amour des générations, futures, actuelles et passées. C'est l'amour du territoire. C'est l'amour du métier, de son métier, de l'excellence. L'amour de ses clients, d'être au service d'eux. Et l'amour de l'innovation dans la création d'entreprises, les nouvelles pratiques, les nouvelles gouvernances, les nouvelles pratiques managériales, l'intensité du collectif. Et pour tout ça, vraiment merci parce que ce message d'amour, on en a véritablement besoin. Ce que je dis parfois à certains de nos invités, je pense que tu seras un tipping point pour pas mal de nos auditeurs. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup à vous deux. C'est super. Vous arrivez à créer un cocon très sympa pendant ce moment. Merci beaucoup à vous. Allez, à très bientôt. Bientôt. Salut. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.